Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré aux nouveautés de RFM6, RSTAP 9. Comme vous le savez déjà, nous avons récemment mis en circulation notre nouvelle génération de logiciels, RFM6, RSTAP 9. Et pourquoi une nouvelle génération? Au cours de ces dernières années, nous avons fait un constat par rapport au développement des activités de nos clients. Les petites ou grandes entreprises de construction, les petits ou grands bureaux d'études sont non seulement impliqués ou actifs dans des projets en Europe grâce aux Eurocodes et les annexes nationales, mais aussi sur d'autres continents comme l'Amérique, l'Asie ou le Moyen-Orient. Pour la société Delubal Software, c'était aussi important de s'adapter à cette nouvelle tendance et ouverture vers l'international de nos utilisateurs. De ce fait, nous avons fait évoluer le concept modulaire et proposons désormais sur la nouvelle génération de programmes moins de modules. Ce ne sont plus des modules additionnels, mais plutôt des modules complémentaires qui sont regroupés en deux groupes. Vous avez des modules d'analyse et des modules de vérification. Dans les modules complémentaires de vérification, vous accédez désormais aussi à toutes les normes internationales, que ce soit les Eurocodes, les normes canadiennes, américaines, australiennes ou indiennes. Vous bénéficiez également, sur les dernières versions, les toutes dernières technologies informatiques sur les produits d'Eluban. Vous avez une interface plus intuitive, l'intelligence artificielle, le pilotage à distance via l'API, l'utilisation possible sur un système cloud, l'accès à votre licence via une connexion Internet et votre compte d'Eluban. L'évaluation de l'impact carbone sur vos projets est également possible. Vous accédez directement dans l'interface du programme à Delibal Center, ce qui vous permet d'accéder à plusieurs informations liées au programme d'utilisation, les FAQ, les questions qui nous parviennent très souvent et que nous traitons. Nous avons également amélioré la documentation des notes de calcul. Elle a été rendue plus rapide et présente toutes les étapes de calcul avec des équations et des références aux normes. Comme vous le savez, Delubal se caractérise surtout par la fiabilité et la cohérence des résultats de nos programmes, ainsi que la qualité de l'assistance technique. Ces valeurs n'ont pas changé et nous ne changerons pas aussi avec l'évolution sur les nouvelles versions. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets avec l'utilisation des nouvelles solutions Delubal. Sans plus tarder, je vais laisser Damien continuer avec la présentation des nouveautés sur l'interface du programme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous sommes toujours là. Je serai avec Milan Gérard pour y répondre. Et après ce webinaire, ce serait également possible de nous adresser directement par email vos questions ou bien vos demandes, si possible. Ok. Alors, merci pour l'introduction, Cosme. Donc, on va commencer ce webinaire. Donc, on va dans ce webinaire traiter des nouvelles fonctionnalités dans RFM6 et RSTAB 9. Alors, on va pas forcément traiter toutes les nouvelles fonctionnalités, mais on va en traiter une grande partie, en tout cas les principales nouveautés. Ok. Donc, on va voir au niveau du webinaire. Si vous avez déjà des questions, vous pouvez les poser directement via le chat ici en posant vos questions. Vous avez également les réglages sur la partie son si jamais vous avez besoin de faire des modifs sur les réglages audio. Et si jamais vous avez qu'un seul écran pour visualiser ce webinaire, vous pouvez venir masquer la barre, la fenêtre de GoToWebinar directement en cliquant sur la petite flèche ici. On vous a remis l'adresse mail, donc s'il y a des questions, vous pourrez toujours les envoyer à info@delubal.fr si besoin. Ok, donc au niveau de ce webinaire, on va avoir trois parties. Une première partie, donc quelques fonctionnalités, nouvelles fonctionnalités présentes dans les logiciels de calcul de structure RFM6 et RSTAB 9. On verra ensuite quelques nouveaux programmes autonomes. Alors, on vous expliquera un peu ce qui se passe au niveau des nouveaux programmes autonomes à ce niveau-là. Et également, on abordera le sujet sur les nouveaux modules
de RFM6 et RHTAB9. Donc, on vous présentera un peu comment se structure cette nouvelle configuration au niveau des modules pour les deux logiciels de calcul, de structure. Donc tout d'abord, au niveau des nouvelles fonctionnalités que l'on retrouve dans RFM6 et RHTAB9, on va avoir une première nouvelle fonctionnalité qui sera la détermination des charges en fonction du lieu du projet. Donc on va le voir à travers un petit exemple dans ce webinaire. Vous avez au niveau de l'interface, vous allez pouvoir renseigner l'adresse du projet. Vous allez aussi avoir le lien vers les outils, vers la carte que nous avons sur le site, sur les outils de Geozone Tools qui sont disponibles sur le site de Delubal Software, qui vous permettent de récupérer les informations en fonction de l'adresse du projet sur les zones de neige, vent et zones de sismicité. Et du coup, pour la définition du chargement, on va pouvoir, le logiciel va s'aider de cette adresse-là et des données qu'il récupère sur les cartes pour le renseignement des charges. On va avoir aussi une intégration des modules, c'est-à-dire que précédemment dans RFM 5 et RHTAB 8, vous aviez des modules qui s'ouvraient dans des fenêtres séparées, qui étaient bien intégrés dans FM et qui s'ouvraient via des fenêtres séparées. Dissociés. Là, dans RFM6 et RHTAB9, les modules sont directement intégrés dans l'interface du logiciel. Donc, on verra, ce sera directement, quand vous activez certains modules, vous avez directement des fonctionnalités qui s'activent au niveau des barres ou des surfaces pour pouvoir faire vos réglages de vérification et de calcul. Également, toute la partie sortie de résultats a été mise à jour et une des grandes évolutions que l'on va retrouver, c'est sur la partie vérification, par exemple, on va avoir, c'est ce qu'on a ici, les détails avec les formules de calcul qui sont données, les formules remplies, avec toutes les étapes de calcul qui permettent d'aboutir au ratio et à la vérification effectuée par le logiciel. Donc là-dessus aussi, on va pouvoir maintenant retrouver le détail avec les références des équations selon les normes. On va aussi avoir des nouvelles fonctionnalités de surface avec des nouveaux types de surfaces comme les surfaces de type distribution de charges qui vont nous permettre de, par exemple, de définir des charges sur des barres ou d'autres surfaces directement via la surface de type distribution de charges. On va justement le voir aussi à travers un exemple aujourd'hui. On a aussi amélioré la partie assistante charge de neige et vent pour la partie charge climatique. Donc, on va en traiter par exemple aujourd'hui sur la partie charge de neige. On va voir un peu comment cela se présente. On a aussi un nouveau système de gestion des licences. Donc, comme M. Assiel a précisé, ici, on a des licences qui sont directement gérées en ligne. Donc, vous avez une connexion directement à votre licence en renseignant votre adresse mail et en vous identifiant avec votre compte, en fait, votre compte Delubal. On a également fait des grandes évolutions sur la partie rapport d'impression avec une amélioration d'un point de vue graphique sur les données qui apparaissent dans cette partie-là, dans la partie rapport d'impression. On fera un petit exemple d'édition de notes de calcul. Et d'autres points encore assez importants sur la partie vitesse de calcul. Donc là, les solvers au niveau de la partie programmation des logiciels, les solvers ont été retravaillés et donc on a des calculs qui sont beaucoup plus rapides que sur RFM5 et RHTAB9, RHTAB8 pardon, et où ici donc on a des solvers qui exploitent beaucoup mieux la puissance de votre processeur. Et ensuite, on a aussi intégré dans RFM une partie programmation avec des gestionnaires de scripts. On verra une partie avec du code JavaScript, par exemple. Et aussi, on a une possibilité d'utiliser un service web et API qui nous permet ici d'avoir des interfaces de programmation qui vont pouvoir utiliser les logiciels RFM6 ou RHTAB9 en arrière-plan et ça pourra être soit sur votre poste, soit sur des applications en ligne. Donc, on a eu aussi des évolutions là-dessus.
Vous aurez également cette présentation qui sera disponible à la fin de ce webinaire. Donc, vous pouvez télécharger, vous pourrez directement cliquer sur les liens pour avoir plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités dans nos logiciels. OK. Donc, par rapport au programme autonome, donc on a également des nouveaux programmes. Tout d'abord, AirSection, qui va ici nous permettre de venir créer vos propres sections. Vous allez pouvoir donc calculer les propriétés de sections sur des profilés à parois minces, des sections à parois minces. Vous pourrez aussi travailler sur des sections massives et donc là-dessus obtenir les propriétés de vos sections et également faire des analyses de contraintes au niveau de ces sections. En complément de AirSection, on a également l'extension Sections efficace qui va nous permettre ici de faire de calculer les sections efficaces suivant les normes Eurocode 3 et donc là selon la norme Eurocode 3 partie 1.5 et la partie 1.3 qui est dédiée elle aux profilés formés à froid. On a également au niveau de ces nouveaux programmes autonomes un nouveau programme Airwind 2. Donc on était précédemment avec Airwind Simulation. Aujourd'hui on passe à Airwind 2 qui va se décomposer en deux parties, Airwind Basic et Airwind Pro. Donc Airwind 2 va nous permettre dans sa version basique de traiter donc d'être une soufflerie numérique et de traiter des flux de vent turbulents incompressibles stationnaires. Et dans la version Airwind Pro, on pourra également avoir les flux de vent turbulents incompressibles transitoires qui seront pris en compte à ce niveau-là, avec toujours une passerelle possible entre AirFEM et AirStab et Airwind 2. Donc on pourra toujours travailler avec des modèles AirFEM dans Airwind pour récupérer les charges directement et les appliquer sur le modèle de calcul. OK. Et le dernier point, la partie service web et API qui vous permet là de développer donc des interfaces que vous pourrez programmer pour AirFEM 6 et AirStab 9 et qui vous permet de développer vos propres outils si besoin, qui pourront être utilisés soit en local, soit sur un serveur, soit à distance, par exemple sur un site internet, et d'exploiter le logiciel en arrière-plan et qui offre des nouvelles possibilités d'utilisation des logiciels AirFEM et AirStab de Delubal Software. Sur la partie module, donc on a au niveau des modules de Delubal Software sur AirFEM et AirStab, on a regroupé, on le verra dans l'interface logicielle, plusieurs modules par famille. Et on a également quelques nouveaux modules, notamment le module Steel Joints qui va nous permettre ici de traiter tout ce qui est assemblage acier. La particularité de ce nouveau module, c'est qu'ici, vous allez pouvoir traiter tout ce qui est assemblage. Vous allez pouvoir les configurer donc vous-même. Vous avez aussi un assistant pour la configuration de vos assemblages. Et ensuite, le calcul sera effectué aux éléments finis. Donc vous pourrez directement voir dans vos assemblages les distributions de contraintes, les concentrations de contraintes directement en éléments finis. Donc ça, c'est aussi une grande nouveauté sur cette partie module d'assemblage acier. Donc on fera directement du calcul aux éléments finis sur les assemblages. On a également un nouveau module Building Model qui là sera dédié à la prise en compte en fait de tout ce qui est notion d'étage au niveau de vos modèles. Donc là, vous allez pouvoir identifier vos étages au niveau de la structure et qui va pouvoir aider sur les saisies, la définition du modèle et la manipulation du modèle. On va également avoir un nouveau module Masonry Design qui lui sera dédié à la partie maçonnerie, qui sera plus complet que ce que l'on pouvait faire précédemment sur AirFEM 5 où tout ce qui était maçonnerie devait être traité avec le module RF Matenel à ce niveau-là.
On a aussi, au niveau de ces outils, intégré un outil, un module qui va traiter avec à l'aide d'une intelligence artificielle et qui va vous permettre de faire de l'optimisation au niveau de vos modèles et qui va pouvoir aussi vous servir pour estimer les prix et les émissions de CO2 pour vos projets. Donc là-dessus, vous avez ce nouveau module qui vous permettra, ici notamment, sur des projets où vous avez besoin d'optimiser votre modèle, vous pourrez traiter avec l'intelligence artificielle, préciser vos conditions d'optimisation. Et également, un dernier module ici, Time Dependent Analysis, qui va vous permettre ici de prendre en compte les variations de propriété des matériaux en fonction du temps. Donc là, un nouveau module plus spécifique sur les propriétés des matériaux qui va dépendre, qui vont avoir des propriétés qui vont dépendre du temps là-dessus. OK. Donc on va pouvoir passer sur Airframe et puis on va voir les différentes fonctions directement en manipulant sur le logiciel. OK. Donc ici on est sur l'interface de Airframe 6. Donc au niveau de l'interface, là on n'a pas de modèle, on va créer un nouveau modèle, mais elle est assez similaire à celle que l'on pouvait avoir sur Airframe 5. Donc on va créer un nouveau modèle. Ici, donc, on va pouvoir, je vais faire exemple 1. OK. Donc ici, on va pouvoir renseigner le titre de notre modèle. Et ici, on retrouve les types de modèles. Alors, avant, on pouvait traiter sur des modèles en 3D, des modèles 2D dans un plan XZ, 2D dans un plan XY, et puis 1D selon l'axe X. Aujourd'hui, sur Airframe 6, on a la possibilité de traiter des modèles 2D en prenant en compte des propriétés d'un modèle 3D en degré de liberté, donc en résultat, que ça soit sur le plan Y, Z ou XY. Et également, au niveau des modèles 1D, on pourra également prendre en compte des propriétés d'un modèle 3D. Donc ça, c'est une des nouveautés sur les types de modèles. On a ces 3 nouveaux types possibles pour la partie 2D et 1D. Donc là, ici, notre exemple, on va rester sur un modèle 3D. Ensuite, ici, on va pouvoir venir préciser par rapport à ce qu'on retrouvait sur le gestionnaire de projet, on va pouvoir préciser dans quel dossier on souhaite sauvegarder notre modèle. Vous allez ici retrouver le gestionnaire et également ici un lien vers le Delubal Center. Donc au niveau du Delubal Center, c'est nouveau, vous allez avoir cette interface ici dans laquelle vous retrouvez tout d'abord une partie dédiée à votre compte où vous retrouvez des informations, des messages en lien avec les outils de Delubal Software. Vous avez également les informations sur votre compte, sur votre société, sur vos licences. Vous pouvez également avoir accès directement via le Delubal Center aux dernières versions pour pouvoir faire vos mises à jour logicielles. Donc, vous avez accès à ces données-là directement. Vous avez également accès à la partie modèle. Donc là, vous retrouvez le navigateur de projet avec la partie gestionnaire de projet où vous allez pouvoir venir créer vos dossiers pour classer vos études et vos modèles. Vous retrouvez, donc si on prend un exemple ici, hop, vous pouvez retrouver donc les modèles avec les informations sur les modèles directement, comme on pouvait avoir précédemment. Vous avez également ici la partie modèle type. Donc là, vous pourrez retrouver la bibliothèque dans laquelle vous pourrez sauvegarder des modèles types. Et enfin, la partie bloc, où vous allez pouvoir ici sauvegarder des modèles blocs, des modèles paramétriques, et les appeler pour les insérer dans vos modèles. Donc là, on a tout regroupé, tout ce qui était bibliothèque de modèles, gestionnaire de blocs, tout ça a été regroupé ici dans Delubal Center
Et donc là, vous avez tout qui se retrouve en dans une seule fenêtre, une seule interface, ce qui simplifie ici l'utilisation sur cette partie-là au niveau du logiciel. OK. Ici, donc, on a sélectionné un modèle et après, donc, on va pouvoir passer à la suite. Donc, au niveau de la partie de cette fenêtre pour la création, on retrouve les données de base pour la création d'un nouveau modèle. Ici, on a des nouveaux onglets. Donc, un premier onglet dédié à la partie module. Dans cette partie-là, on va retrouver les différents modules qui sont classés par différentes catégories. On a dans un premier temps tout ce qui est module dédié à la partie analyse, avec notamment ici les modules pour la partie analyse dynamique, qui vont nous servir pour, par exemple ici, analyse modale, analyse sismique. Vous avez ensuite des modules spéciaux. On va retrouver la partie modèle de bâtiment qui va permettre de prendre en compte ici les notions d'étage. Une partie aussi, une nouvelle partie dédiée à la partie géotechnique. Vous avez ensuite la partie module de vérification avec les analyses de contraintes des formations, les vérifications sur la partie béton, acier, bois, maçonnerie, aluminium, et là les assemblages métalliques. Donc là, la grande nouveauté, c'est que on n'a plus plusieurs modèles en fonction de normes ou en fonction de vérifications spécifiques. Par exemple, sur la partie béton pour vérifier des surfaces, vérifier des poteaux, des barres. Ici, directement, les modules sont tous regroupés dans une seule famille avec un module vérification pour le béton, vérification pour l'acier, le bois. Et donc ici, on va pouvoir venir activer les modules qui nous intéressent pour pouvoir activer des fenêtres, des options spéciales pour nos vérifications dans le modèle. OK, on retrouve ici aussi la partie optimisation et estimation des coûts et émissions de CO2 qui est disponible. OK, on a aussi l'option ici pour venir activer la gestion des combinaisons. Et ensuite, on a d'autres onglets, deux onglets dédiés à la partie normes. Ici, on va pouvoir sélectionner donc pour la partie cas de charge et combinaison la norme qui va nous intéresser. Donc ici, on retrouve les différentes normes avec les normes Eurocode et les annexes disponibles. On va également avoir des normes pour l'assistant de charge, donc là pour tout ce qui est charge climatique, neige et vent. Donc là, ici, vous pourrez venir sélectionner l'assistant de charge et l'annexe qui correspond. Vous allez aussi avoir ici les normes spécifiques en fonction des modules que vous activez. Donc ici, on a activé le module dédié à la partie acier. Et donc ici, on peut venir sélectionner la norme que l'on souhaite pour les vérifications acier. Donc là, ici également, une grande nouveauté, c'est que ici, directement, vous avez les modules, un de ces modules béton, acier, bois ou autres. Vous allez directement avoir accès à toutes les différentes normes possibles. Précédemment, vous étiez obligé d'avoir un module spécifique pour l'Eurocode 3, pour les normes américaines, et ainsi de suite. Là, toutes les normes seront disponibles dans le même module. Donc là, on peut sélectionner l'Eurocode et vous avez la possibilité de choisir votre annexe. OK, ce sera le même principe pour les différents modules à ce niveau-là. On va retrouver d'autres onglets. On retrouve les réglages sur l'accélération gravitationnelle ici, les réglages sur l'orientation de l'axe global Z du modèle vers le haut ou vers le bas, les réglages au niveau de l'orientation des axes locaux. On a une partie paramètres du modèle. On reviendra justement sur cette partie-là et une partie terrain et une partie historique où là, si on reprend des modèles existants, on pourra retrouver l'historique des modèles. OK, donc là, on va venir valider et on va pouvoir créer un autre modèle. Donc au niveau de l'interface, voilà, ici on retrouve l'interface graphique avec la partie plan de travail. Alors on va pouvoir changer l'affichage de l'arrière-plan, on peut faire très rapidement. Et ici, on va pouvoir venir modifier les propriétés d'affichage et directement on a rajouté les raccourcis ici pour régler tous les règles, effectuer un réglage de l'arrière-plan en blanc et automatiquement tous les réglages graphiques s'ajustent
un affichage d'arrière-plan blanc. OK. Ici, donc, on retrouve la barre d'outils que vous pouvez toujours personnaliser. Vous retrouvez ici le navigateur avec son arborescence qui se décompose donc en plusieurs onglets. Un premier onglet qui correspond à tout ce qui est données du modèle, un second sur tout ce qui est réglage pour la partie affichage, rendu graphique du modèle, et un troisième qui est dédié à la création de vue ou de visibilité. On verra ça au cours de cette présentation. Au niveau de la partie données, l'arborescence a été retravaillée. Donc, on a regroupé dans une première partie tout ce qui est objet de base avec les matériaux, les sections, les nœuds, les lignes, les barres, les surfaces. Ensuite, on retrouve les différentes fonctions ou réglages spécifiques aux objets, aux éléments. Donc, là, on a une partie objets spéciaux. On a également des réglages spécifiques dédiés aux nœuds, aux lignes, aux barres. Donc, si on doit articuler, on retrouve des réglages spécifiques et tout sera documenté et listé dans cette partie-là. Ainsi de suite, vous avez la partie spécifique pour les vérifications acier, les parties spécifiques pour la prise en compte d'imperfections, les cas de charge, les combinaisons et ainsi de suite, jusqu'à la partie rapport d'impression. Donc, cette partie-là a été retravaillée pour qu'on ait une meilleure logique sur le suivi des différentes étapes de travail au niveau du logiciel. Cette configuration, ce réajustement a été aussi effectué sur la partie tableau qu'on retrouve ici, comme précédemment, sur RFM 5. Ici, dans RFM 6, donc on a une autre particularité, c'est que donc ici, vous allez pouvoir directement sélectionner la partie de tableau, la zone de tableau qui vous intéresse. On va retrouver une partie dédiée à la partie vérification, spécifique pour la partie acier. Et ensuite, on a les tableaux sur tout ce qui est données de base, objets de base, et également les tableaux spécifiques pour les réglages au niveau des nœuds, des lignes, des barres, un peu sous le même principe que l'on retrouve dans la partie navigateur de données à ce niveau-là. OK. Donc là, ici, on va pouvoir venir on va pouvoir venir créer un premier modèle pour voir un peu comment modéliser. Donc, si vous connaissez déjà le logiciel RFM 5 et que vous avez déjà l'habitude de travailler là-dessus, vous allez rapidement vous retrouver dans RFM 6. Et si vous découvrez RFM 6, là-dessus, n'ayez pas de crainte. Le logiciel est rapide à prendre en main et reste très intuitif et simple au niveau de son utilisation. Donc, on va créer par exemple un premier modèle avec une poutre sur 2 appuis. Alors, je fais juste pour que l'on puisse créer tout, on va juste venir supprimer les données qui existent déjà. OK, à ce niveau-là. Donc ici, je vais créer une nouvelle barre. Pour cette barre-là, je vais pouvoir lui assigner le type de barre. Donc là, on retrouve les différents types de barres disponibles dans le logiciel. On a ici la partie section. On va pouvoir assigner des sections en début, fin de barre. On va également pouvoir assigner des sections en milieu de barre. Donc on pourra aussi faire des sections, des poutres avec des variations d'inertie plus simplement que précédemment. On va ici avoir donc la bibliothèque de sections. Donc cette bibliothèque également, elle a évolué. On différencie plus la partie bois de la partie béton. On a directement les sections massives et les sections plutôt ici à parois minces pour la partie acier. Donc ici sur la partie acier, on retrouve aussi les sections standardisées. Donc là, on va prendre par exemple une section type HEA. Donc là, on retrouve la bibliothèque. On retrouve aussi les réglages possibles, les filtrages via les listes déroulantes ou via ici la barre de recherche. Ici, on va pouvoir venir sélectionner une référence type HEA au niveau de la section et choisir un HEA de 200. Et ici, on va venir assigner un matériau. Et donc là également, vous retrouvez les réglages via les listes déroulantes. Et là, je vais passer directement par la barre de recherche pour renseigner le matériau que je cherche, du S235, pour venir le sélectionner ici. OK, voilà.
Ok, donc là maintenant on retrouve les informations au niveau de notre section qui sont assignées à la barre. Et là, on va pouvoir tracer la barre. Donc là, je vais tracer une barre directement en mettant des points de la grille du plan de travail. Je vais venir assigner des appuis. Donc là, on va faire simple. On va mettre directement des appuis rigides. Donc après, on a toujours la possibilité de régler ici, à ce niveau-là, les degrés de liberté des appuis. OK. Et ici, on a assigné les appuis. Ici, ils apparaissent un peu petits. On a aussi rendu plus facile le réglage sur l'affichage, le rendu visuel des appuis. Il suffit juste de cliquer droit, de faire un clic droit sur l'appui et vous pouvez rapidement augmenter, réduire la taille des appuis. OK. Ici, on va venir appliquer une charge sur la barre. On va mettre par exemple 10 kN dans la direction Z globale. OK. Et je viens l'appliquer sur cette barre-là. OK. Même principe sur les charges. Vous pouvez rapidement aussi jouer sur la taille, l'affichage de la charge en faisant un clic droit dessus. Ici, donc on a notre cas de charge, nos combinaisons qui sont générées en automatique. Et ici, on va pouvoir lancer le calcul. Alors, une des particularités ici, c'est que du coup, comme le module est activé automatiquement, directement, quand on lance le calcul de tout, on va avoir la partie analyse statique qui va être effectuée avec les déformations, les efforts internes, et également la partie vérification acier qui sera effectuée directement. Donc on verra dans un autre exemple, on pourra faire des réglages spécifiques au niveau de la barre. Donc au niveau des résultats que l'on va pouvoir obtenir, donc là on est sur les résultats des déformations avec un affichage filaire de la déformation de la barre. On peut passer comme ceci. OK. On va pouvoir également afficher les résultats au niveau des déformations avec les sections colorées, si on le souhaite. Ensuite, au niveau des résultats, on va pouvoir consulter les autres résultats, les efforts internes, par exemple. Alors ici, plutôt les efforts VZ. Au niveau du panneau, on a redécomposé les réglages sur les échelles. Vous pourrez régler ici directement les facteurs sur les échelles pour que graphiquement, ici, visuellement, vous puissiez intensifier en fait et augmenter la taille des graphiques. Et puis, par exemple, ici, les moments avec la petite flèche rouge qui est là pour vous indiquer sur quel type de charge et sur quelle zone vous devez effectuer vos réglages si besoin. OK. Donc voilà, à ce niveau-là, des réglages que l'on pourra effectuer à ce niveau-là, au niveau des résultats. Donc là, pour la partie effort, on va pouvoir, analyse statique, dans les tableaux, on va pouvoir retrouver les résultats avec là l'aperçu, le résumé sur les résultats. Les résultats au nœud, donc également ici, je peux afficher les réactions d'appui. Ici, on pourra regarder aussi les résultats dans les tableaux pour les forces d'appui. On va aussi pouvoir consulter les résultats dans les barres, déformation, effort interne. Voilà, à ce niveau-là, on pourra consulter ces données-là. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a également effectué le calcul des vérifications acier. Donc là, dans les zones de tableau, ici, on peut aller sur la partie vérification de l'acier. Et ici, on va retrouver la zone dédiée aux vérifications selon l'Eurocode 3 avec l'annexe de la France. Et donc ici, on retrouve les vérifications sur les différentes combinaisons ou cas de charge que l'on a lancées au calcul. Donc là, on retrouve les rapports de vérification, les vérifications par chargement, par section, les vérifications par barre. Donc là, on retrouve les différents tableaux qui vous permettent d'afficher les détails de calcul. Si on souhaite avoir plus d'informations sur une vérification ici, sur la vérification de flexion, qui permet d'obtenir ce taux de travail de 74%, on va directement pouvoir venir double-cliquer sur le tableau et retrouver donc cette fenêtre-là qui s'ouvre, où là on retrouve tous les détails sur les données qui sont utilisées pour la vérification. Et ici, à droite, on retrouve la partie avec les formules de calcul détaillées qui permettent d'aboutir au ratio et à la justification de la vérification. Donc
là, ici, donc, vous pouvez maintenant directement visualiser les détails de calcul et donc comparer si à côté vous faites aussi des vérifications à la main, vous avez tout le détail et toutes les différentes formules qui sont détaillées au niveau de cette partie-là lorsque vous effectuez vos vérifications. OK. Aussi, si vous souhaitez visualiser les résultats sur la section à la position donnée, vous pouvez aussi afficher ici les diagrammes sur la section. Donc là, ici, on retrouve le diagramme avec le taux de travail. Vous pouvez également afficher d'autres types de résultats, par exemple la contrainte, les contraintes, et donc là, visualiser différentes contraintes au niveau de la section et à la position donnée. OK. Voilà à ce niveau-là. Et vous pouvez à tout moment aussi, si certains affichages vous intéressent au niveau des sections, des résultats, vous pouvez les envoyer, les imprimer ou après les envoyer dans le rapport d'impression. Voilà à ce niveau-là, au niveau de ce petit exemple, ce premier exemple sur RFM6, ce qu'on pouvait montrer. Je vais passer à un autre exemple, un autre modèle, ici sur une charpente métallique avec une partie béton. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est de voir justement la fonction pour l'assistant de chargement. Donc ici, dans les données de base, je vais revenir sur les données de base pour pouvoir vous montrer ici que l'on peut renseigner donc l'adresse du projet. Donc soit vous la renseignez directement ici, soit ici je peux directement ouvrir la carte et à ce niveau-là, venir renseigner l'adresse du projet. Donc là, je peux par exemple indiquer 11 rue de Cambrai pour l'adresse de notre site à Paris. Donc là, ici, il me reprend directement la carte pour la France. Il m'indique ici, pour la neige, par exemple, la valeur caractéristique de charge de neige. J'ai les différentes informations sur la localisation de l'adresse en latitude, longitude et altitude. On a les informations sur la partie vent et sismicité. Donc, dans un premier temps, il sera possible d'utiliser donc cette carte-là pour les assistants de charge neige et vent. Et par la suite, cela fonctionnera également sur la partie zone de sismicité. OK. Donc, je peux valider. Ici, les données sont récupérées. On a ici l'adresse qui est également maintenant indiquée ici, qui est de nouveau disponible. Et ici, il va récupérer donc les informations pour le modèle. OK. Maintenant, je vais pouvoir faire appel à l'assistant de chargement. On va définir une charge de neige. Donc là, je vais pouvoir aller dans Insérer et aller sur l'assistant de charge pour la partie charge de neige. Et ici, on va pouvoir donc venir préciser la configuration de la toiture, une toiture à 2 versants. On va venir sélectionner les nœuds de contour de la toiture, comme indiqué ici sur l'illustration. OK. Ici, on a la zone, les deux pans de toiture qui sont détectés et on va pouvoir préciser les barres qui ne sont pas chargées. Par exemple, ici, les éléments de contreventement ou les éléments de maintien des portiques. Donc là, on va pouvoir venir demander à ne pas charger certains éléments, désactiver du chargement. Donc là, on va pouvoir aller dans la zone de vue et ici, on va pouvoir venir activer afficher uniquement les barres de type treillis et traction pour lui demander à ce que ces barres-là en toiture ne soient pas chargées. OK. Ensuite, on va pouvoir aller dans les onglets suivants. On retrouve ici les paramètres avec l'adresse du projet, les informations sur la localisation, l'altitude du projet. On a des options possibles sur la prise en compte de neige en débord de toiture, la prise en compte de barres à neige. On pourra aussi verrouiller les réglages si jamais on est amené à rajouter des nouvelles barres par la suite dans le plan. Considérer les excentrements des barres ou également considérer la distribution de sections, donc quand vous avez des sections variables à ce niveau-là. OK.
On retrouve ensuite les cas de charge. Donc là, on peut générer 3 cas de charge. Ici, on n'a qu'un seul cas de charge de neige présent dans RFEM, dans le modèle, donc on va en prendre qu'un seul. Les deux autres étant des cas de charge, vous avez la neige partiellement chargée d'un côté, donc avec une asymétrie au niveau du chargement. Et ensuite, la partie résultat, on retrouve ici la charge surface qui sera appliquée sur chacun des pans. OK. Également, un autre point, vous pouvez ici cocher ou décocher. Ça vous permet, si jamais vous ne souhaitez pas charger un des pans, vous pouvez désactiver. Ce sera par exemple utile lorsque vous êtes dans le générateur de charge de vent et que vous avez un bâtiment à proximité ou accolé à un autre bâtiment. Si certaines zones ne sont pas à charger, vous pourrez préciser de ne pas charger et ne pas prendre en compte certaines zones de chargement. OK, je valide et je reviens à l'affichage du modèle global. Alors, hop, ici on a le chargement surfacique qui est défini et on peut demander à l'afficher séparément. Et là, on peut constater qu'une des grandes évolutions de cet assistant de chargement climatique, c'est la possibilité de charger à la fois les barres et les surfaces, puisque là, on voit que dans la zone de toiture, on avait aussi ici des surfaces en béton. Et donc, on a à la fois les poutres des portiques qui sont chargées et la zone, les surfaces ici qui sont également chargées. Donc, ces nouveaux outils d'assistant de chargement permettent donc de charger à la fois les barres et les surfaces qui sont détectées dans les plans. OK. On va pouvoir maintenant lancer un calcul, par exemple ici sur les vérifications, le calcul des combinaisons ELU. OK. Donc aussi au niveau de l'assistant, enfin au niveau de la partie calcul, le solver, donc le solver a été amélioré sur sa vitesse de calcul. Ici, on peut voir la distribution sur le processeur et le temps de calcul pour chaque combinaison qui est effectuée. Et ici, donc, on a les résultats. Et ce qui va nous intéresser, par exemple, c'est d'afficher les diagrammes de résultats séparément dans une fenêtre séparée. Donc ici, on a toujours cette fonctionnalité qui existe. On va passer plutôt en affichage filaire. Et au niveau des résultats ou au niveau des éléments, on va sélectionner uniquement les ensembles de barres. Donc là, je vais sélectionner les ensembles. Je vais en sélectionner 3. Donc là également, avec la touche contrôle, vous pouvez faire les saisies multiples. Et on va faire un clic droit sur un des ensembles de barres et on va demander à afficher les diagrammes de résultats. Donc là, on trouve l'affichage avec les 3 ensembles de barres qui se suivent à ce niveau-là. On va pouvoir afficher les résultats qui nous intéressent ici. Et à ce niveau-là, on a des nouveaux réglages d'affichage, des nouvelles possibilités d'affichage. Donc là, elles sont affichées, nos 3 ensembles de barres sont affichés les uns après les autres à la suite. Ici, on va pouvoir aussi demander à les superposer. Donc là, on peut superposer nos 3 ensembles de barres directement ici, donc ce qui permet de consulter directement dans une même zone les résultats pour les 3 ensembles de barres à ce niveau-là. Donc on a des nouveaux réglages ici qui permettent d'afficher de façon superposée nos barres ou ensembles de barres, d'afficher directement l'enveloppe à ce niveau-là. Donc vous avez les différents réglages possibles. Et également, vous avez tout de suite ici, dans les raccourcis, la possibilité de venir activer un lissage des résultats de façon linéaire ou bien un lissage uniforme. OK. Aussi, autre nouveauté, vous avez la possibilité d'avoir cette fenêtre de diagramme de résultats sur un tableau et puis également de travailler par la suite sur le modèle à côté. Donc, on peut avoir les deux fenêtres d'ouvert et donc l'ouverture des diagrammes de résultats n'empêche pas de poursuivre le travail sur RFEM. OK. Donc ça, c'était ce que on souhaitait vous montrer sur cet exemple-ci. OK, on va pouvoir passer sur le troisième modèle.
sur un modèle, un bâtiment structure en béton. À ce niveau-là, donc, on a un modèle surfacique avec également des poutres type nervure présentes également. Et ce qui va nous intéresser, c'est de définir des charges de vent. Donc là, on va pouvoir voir une nouvelle type de définition de surface, donc qui va être ici les surfaces de type transfert de charge. On va pouvoir sélectionner et définir cette nouvelle surface avec le type transfert de charge. Ici, on a les réglages sur le transfert de charge qui pourra être donc avec un transfert des charges sur la direction X locale de la surface. On a le petit schéma ici qui nous aide également à voir la distribution. Sur l'axe local Y, donc selon la direction Y locale, ou sur les deux directions. On peut également venir activer un poids de surface, une charge surfacique. Par exemple, si c'est pour modéliser un bardage, un vitrage, vous pouvez directement modéliser la surface avec la charge surfacique de bardage ou de vitrage, et du coup, la distribution pourra se faire directement en fonction de vos réglages. OK, on peut également demander à désactiver certaines barres si besoin. Donc là, ici, nous, on va faire dans un premier temps une application des charges dans les deux directions. OK. Et là, maintenant, on va pouvoir créer notre surface. Donc, je viens créer la surface à ce niveau-là. OK. Donc là, ici, on a notre surface qui est créée. Et on va pouvoir venir appliquer une charge surfacique. Donc là, je vais venir créer une charge surfacique, par exemple de 1 kN, qui va s'appliquer dans la direction Y globale, par exemple Y projeté ici. OK. Et on l'applique sur cette surface. OK. Alors, je vais juste l'afficher en surfacique. Ici, on peut voir notre charge surfacique de 1 kN qui est appliquée. Et en faisant un clic droit sur la surface, ou après, on retrouve aussi les possibilités de réglage dans la partie affichée ici, vous allez pouvoir venir afficher la charge surfacique séparément via le transfert de charge. Et donc là, on peut voir qu'on a la charge surfacique qui est distribuée sur la ligne ici, sur chaque ligne pour nos dalles, nos deux dalles béton et notre radier, et également qui est distribuée sur la ligne ici de contour ici par rapport à notre voile. Donc ensuite, on va pouvoir venir faire des réglages supplémentaires, par exemple ici charger que les lignes de nos dalles. Et donc là, on peut revenir sur la surface et venir modifier le mode de distribution selon l'axe local Y. Okay. Et réajuster du coup la distribution des charges à ce niveau-là. OK. Voilà une nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre ici de traiter assez rapidement et d'appliquer assez rapidement les charges sur des zones ouvertes des bâtiments ou des structures que l'on modélise. OK. On va pouvoir lancer par exemple de nouveau le calcul. Juste avant, par exemple, je vais revenir avec l'affichage comme ceci. Il se peut que parfois, quand on définit les charges, on aille un peu vite et qu'on se trompe aussi de position de la charge, donc de la définition de la charge, par exemple, si on a plusieurs cas de charge, poids propre, charge d'exploitation, charge permanente, neige, vent, il se peut que, par exemple, la charge que j'ai définie ici, je voulais la définir dans un autre cas de charge. Alors là, il n'y a pas besoin de la supprimer, on va pouvoir directement corriger rapidement la charge et l'assigner à un nouveau cas de charge. C'est-à-dire que par exemple, ici, si je souhaitais l'assigner au poids propre, à mon cas de charge poids propre, j'aurais juste à double-cliquer sur ma charge et à revenir préciser, ici en fait, c'est pas dans la partie vent que ça s'applique, mais ça s'applique au niveau du cas de charge poids propre. Je l'annule puisque là, c'était bien pour ma partie vent. OK. On va pouvoir lancer, si on souhaite, le calcul. Donc, je relance rapidement le calcul et puis on va pouvoir après voir une nouvelle fonction
qui sera ici. Donc là, on voit les combinaisons qui sont lancées au calcul. Donc là, ici, on a toutes les combinaisons qui sont lancées au calcul. Et là, on va voir toutes nos combinaisons qui sont assez rapidement effectuées. Donc là, on avait 15 secondes qui sont affichées. OK. Et donc là, par exemple, sur ce modèle, si je m'intéresse juste à la zone du poteau ici, on a une nouvelle fonctionnalité aussi sur les réglages de visibilité et d'affichage pour afficher qu'une seule zone du bâtiment, si c'est pour la partie analyse dans le modèle ou si pour la suite pour des rendus graphiques. Donc là, ici, on va pouvoir, par exemple, aller dans les nouveaux objets auxiliaires et ici, créer une boîte de coupe. Et à ce niveau-là, donc, on va pouvoir préciser le point central de notre boîte et de notre zone de coupe. Et puis ici, on va pouvoir renseigner les dimensions, par exemple 5 mètres sur X et Y et 10 mètres sur Z. On va faire appliquer, on va faire OK. Et donc à ce niveau-là, on va pouvoir maintenant afficher uniquement la zone qui nous intéresse. Et donc là, directement isoler ce qui nous intéresse, que ce soit pour les résultats ou juste visualiser le modèle, on pourra directement avoir accès uniquement à cette zone-là. Et ensuite, hop, revenir sur le modèle global. Voilà une nouvelle fonctionnalité aussi qui pourra être utile, soit sur la partie documentation, soit sur l'analyse ou l'exploitation pour l'exploitation des résultats. OK. Sur la partie vérification, donc, je vous ai dit tout à l'heure que quand vous activez les modules, vous avez des options qui s'activent au niveau des barres. Donc, on va justement pouvoir regarder cette partie-là. Et ici, donc, dans ce modèle, par exemple, on peut déjà voir que toutes les ouvertures ont été refermées avec des surfaces avec le type transfert de charge qui permettra ici directement de refaire la distribution des charges sur les ouvertures ici, sur les contours d'ouverture. Et ici, nous, on va s'intéresser uniquement aux barres. Donc, on a une partie barres métalliques et béton. Donc, on va pouvoir ici s'intéresser uniquement à l'affichage des barres. Alors, on va également afficher, par exemple, les barres béton. OK. Et à ce niveau-là, si je double-clique sur une barre, on va voir qu'on a différents onglets. On peut voir qu'au niveau des barres, on peut avoir des nœuds qui sont intégrés aussi le long de la barre. On a également les informations sur des parties de vérification, sur les réglages sur les longueurs efficaces, les conditions limites, les réductions locales de section, si on prend en compte des panneaux de cisaillement, des maintiens en rotation, notamment ici on a un maintien en rotation, type par exemple panneau bac acier. On va aussi avoir les réglages spécifiques sur les vérifications ELU, ELS et sur les vérifications supplémentaires. Donc là, à ce niveau-là, on va pouvoir effectuer des réglages. Il sera possible d'effectuer des réglages sur les barres de façon individuelle ou en sélectionnant plusieurs barres. Et une fonctionnalité qui sera très utile, ce sera une nouvelle fonction qui permet de regrouper les barres identiques entre elles. Donc là, je vais pouvoir venir l'activer dans les données de base de notre modèle. Et à ce niveau-là, on va pouvoir activer donc dans les paramètres et options, la représentation de barre ici. OK. Et on va pouvoir l'afficher graphiquement ici. Et donc ici, on peut voir qu'on retrouve un code couleur ici en fonction des barres qui regroupent en fait toutes les barres qui sont identiques dans le modèle. Même longueur, même section et même matériau. On retrouve aussi ces familles, ces groupes dans la partie navigateur dans les données. Donc on retrouve ça ici dans les représentations de barres. Et là, on peut voir qu'on a 10 regroupements qui sont faits. Et si on souhaite maintenant directement régler ces poutres-là, qui font toute la longueur au niveau de nos poutres treillis, on va pouvoir directement effectuer un réglage sur cette représentation de barres, sur ce groupe de barres, et du coup régler directement toutes les barres identiques avec les mêmes réglages. Donc là, je vais aller dessus,
Et on va pouvoir faire un réglage. Par exemple, ici, on retrouve également notre liste, nos 10 groupes. Et ici, on va pouvoir venir effectuer des réglages, par exemple sur les longueurs efficaces. Ici, on a un rendu ici des barres qui sont en question, qui sont affichées ici. On peut modifier l'affichage. Et on voit les différents nœuds intermédiaires. Et ce qui va nous intéresser ici, par exemple, pour la longueur efficace, donc par défaut, si on ne fait aucun réglage, on prend la longueur globale de la barre. Et ici, on a sur le modèle des éléments ici qui vont permettre de servir de maintien intermédiaire au milieu ici. Donc là, on va pouvoir préciser qu'on va avoir des maintiens intermédiaires et qui seront à prendre en compte pour le réglage. Donc on va faire un nouveau réglage sur les longueurs efficaces. Ici, on peut préciser prendre en compte les longueurs efficaces pour l'analyse de flambement par flexion autour de l'axe Y, autour de l'axe Z, flambement par torsion, déversement. Vous avez les différents réglages possibles ici. Et ensuite, on va pouvoir venir préciser les appuis nodaux intermédiaires. Et ici, on aura les informations sur les longueurs efficaces qui seront considérées. Donc ici, on va demander à récupérer directement la configuration de la barre qui nous intéresse. Donc là, on voit qu'on a 3 nœuds intermédiaires qui sont présents. Et sur le nœud du milieu, on va rajouter un appui, un maintien, dans la direction Y. Ici, on peut voir donc la modification au niveau des longueurs efficaces. On va avoir une longueur pour la globale de la barre ici qui va être pris en compte sur l'analyse de stabilité autour de l'axe Y. Autour de l'axe Z, on va avoir 2 longueurs et une longueur pour l'analyse en torsion. OK, on peut valider. Et ici, on voit la schématisation de ce maintien intermédiaire, cet appui intermédiaire à ce niveau-là. Et on va pouvoir aussi visualiser dans le modèle global ces appuis, ces éléments-là. Donc, je vais pouvoir venir les activer. Je vais activer les objets spécifiques pour la vérification acier. Et ici, on peut voir donc les paramètres pour la partie longueur efficace avec les appuis présents. Si besoin, si on avait d'autres appuis à prendre en compte, on peut rapidement, directement en double-cliquant sur la modélisation de ces éléments-là et venir modifier les réglages au niveau des appuis à ce niveau-là. Et donc, ici, on va pouvoir directement, on passera plus par des fenêtres dédiées au module, mais on pourra faire tous les réglages directement dans le modèle. Et également, si jamais je souhaite modifier sur la partie béton, je peux accéder à la partie béton et sur les armatures longitudinales, par exemple, si mes armatures que je souhaite calculer, je souhaite les modifier, je peux venir, par exemple, donc là j'ai 3 armatures longitudinales sur l'I inférieur et l'I supérieur. Là, je peux modifier, me le passer à 4, les modifier ici, changer le diamètre à 20, OK, et les appliquer, et ces réglages-là s'appliqueront ensuite sur tout le modèle. Donc sur cette partie module, on a eu des grandes modifications ce qui permet d'intégrer plus facilement du coup la partie réglage des vérifications dans l'interface globale du logiciel et sur le modèle. OK. Voilà à ce niveau-là ce qu'on souhaitait vous montrer. On rentrera plus en détail sur les différentes vérifications dans des webinaires spécifiques sur les parties acier, béton et autres à ce niveau-là. Également, cette partie-là, représentation de barre, sera utile aussi pour la documentation, pour donner les synthèses de vérification. À ce niveau-là, on pourra aussi utiliser ces groupes ici pour la documentation et pour les synthèses de vérification. OK. Je vais passer sur d'autres exemples. Alors, on va passer sur des exemples plutôt sur des petites modélisations surfaciques pour des détails, par exemple, en éléments finis. Donc là-dessus, on va voir, on a des nouvelles fonctionnalités, notamment qui vont permettre ici de remplacer les solides de contact. Donc là, ici, je vais passer sur un modèle où on a un poteau avec une plaque acier, une platine modélisée. Et ici, on a représenté notre radier. Ici,
entre le radier et la platine acier, on a une certaine distance ici qui a été prise en compte. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est pouvoir définir le contact entre la platine acier et le radier. Et donc à ce niveau-là, on va pouvoir maintenant passer par un nouveau type d'élément. Et là-dessus, on va pouvoir aller dans la partie objets spéciaux et venir créer un contact entre les surfaces. Donc là, ici, pas besoin de créer de solide. Directement, on va dire que on aura un contact entre ces deux surfaces qui sont distantes l'une de l'autre. On va prendre la première surface qui sera, par exemple, notre plaque acier. La seconde surface qui va être ici notre radier. Et ici, on va pouvoir préciser le type de contact entre les surfaces. Donc là, on va avoir la possibilité de modifier et de préciser. Donc là, on pourra prendre en compte les différentes non-linéarités avec par exemple un échec du contact en cas de compression, en cas de traction, ou bien transmettre la totalité des efforts directement dans le contact. Ici, on va faire un échec en cas de traction. Et là, après, on pourra régler le contact parallèle aux surfaces et préciser si on est sur un réglage avec de la rupture, si le contact perpendiculaire de la surface est en échec, une transmission complète des efforts, de la friction. On retrouve ici différentes possibilités sur les définitions de contact, à la fois sur la partie contact perpendiculaire et contact parallèle aux surfaces. Ici, on va rester avec une friction rigide et un coefficient de friction de 0,2. OK. Et on va valider. Alors ici, je vais passer en affichage filaire. Et ici, on peut voir la représentation de notre contact entre surfaces, le bloc ici en pointillé. On va venir appliquer juste, alors normalement je crois pas qu'il y ait de charge, oui, on va venir juste appliquer dans notre cas de charge poids propre une charge en tête du poteau afin de pouvoir lancer le calcul. Donc là je vais créer une charge nodale. On va mettre 1 kN sur la direction X et 30 kN dans la direction Z et on va venir l'appliquer à ce niveau-là. OK. Et on va pouvoir lancer le calcul pour juste ce cas de charge-là. Donc, je vais demander à calculer juste ce cas de charge-là. Et on va pouvoir voir le contact qui se fait entre les deux surfaces, la relation de contact entre les deux surfaces. OK. Donc à ce niveau-là, on peut voir la déformation. Donc on voit ici la déformation du poteau. On peut zoomer sur cette partie-là et si on regarde, alors après je peux mettre aussi en Y par exemple, on va pouvoir zoomer ici et là on peut voir qu'on a effectivement une zone de la plaque acier, de la platine acier qui se décolle et du coup là une zone de compression. C'est ce qu'on peut également après vérifier avec les résultats de contraintes de contact. Donc là par exemple au niveau de la contrainte de contact ici on peut voir qu'effectivement on a dans cette zone là une zone de compression. Donc, on a bien la relation de contact entre les deux surfaces qui est effectuée à ce niveau-là. Voilà un nouvel outil, une nouvelle fonction qui pourrait être utilisée pour définir les contacts entre des surfaces qui seraient distantes les unes des autres. OK. Sur le même principe, on a aussi une nouvelle fonction, les liaisons rigides. On va justement pouvoir le voir sur cet exemple. Donc là, de nouveau, on a une plaque acier avec une platine ici qui serait par exemple ancrée dans un mur. Ici, on a fait le choix d'arrêter la surface de notre plaque acier pour prendre en compte la demi-épaisseur de notre platine ici. Donc on a une certaine distance entre les deux, elles ne sont pas connectées entre elles. Et on va pouvoir demander à ce que, en fait, on souhaite une connexion rigide entre ces deux surfaces, même si on les a modélisées l'une à distance. Donc là-dessus, on va pouvoir utiliser la fonction liaison rigide. Et là-dessus, on va avoir différents types de liaisons possibles. Des liaisons rigides
entre lignes, donc entre deux lignes, liaison rigide entre une ligne et une surface, c'est ce qu'on va utiliser, ou encore la liaison type diaphragme, ici, qui permettra de liaisonner plusieurs nœuds et lignes entre elles pour créer un diaphragme rigide. Donc ici, nous, on va passer sur la définition ligne-surface au niveau de la liaison rigide. On va pouvoir sélectionner la ligne ici de cette surface et préciser qu'on souhaite qu'elle soit connectée à cette surface-ci. Automatiquement, ici, il va nous créer une nouvelle ligne, la ligne 13, et on aura du coup une liaison rigide entre la ligne 9 et la ligne 13 qui appartient à la surface 2. OK? Ici, on voit la schématisation, la modélisation de notre liaison rigide, et on peut voir ici que là, on a une nouvelle barre, une nouvelle ligne, pardon, qui a été créée et qui correspond ici à la ligne numéro 13. Ici, j'ai déjà une charge. Si on veut vérifier que ça fonctionne bien, on peut lancer au calcul le cas de charge CC1, et là, on va pouvoir voir qu'on a bien une liaison qui est effectuée entre nos deux surfaces à ce niveau-là. OK ? Et également, si on regarde la zone de contact au niveau de l'appui, on pourra voir ici qu'on a bien une zone de traction, de compression qui existe. OK. Voilà sur ces nouvelles fonctionnalités au niveau des nouveaux objets spéciaux ici. Et on va pouvoir passer sur un dernier point au niveau des fonctionnalités ici qui a été amélioré par rapport à ce qu'on pouvait avoir sur RFM5 ou à ce niveau-là, c'est la partie imperfection. Donc on va voir qu'au niveau de RFM6 et RSTAM9, au niveau des imperfections, on a modifié un peu le principe de fonctionnement. Vous allez pouvoir directement créer au niveau des imperfections des cas d'imperfection que l'on va retrouver ici référencés également à ce niveau-là. Donc là, vous retrouvez vos cas d'imperfection, vos cas de charge et puis après vos combinaisons. Ces cas d'imperfection, donc vous avez la possibilité de les régler ici. OK. On retrouve différents types d'imperfections locales. Vous pouvez faire des imperfections globales également appliquées au modèle à ce niveau-là. Nous ici, je vais revenir sur l'imperfection locale. Vous allez aussi pouvoir attribuer les imperfections pour qu'elles soient appliquées uniquement quand vous avez certains cas de charge. Et par exemple dire que l'action du vent en X, vous allez lui appliquer aussi l'imperfection uniquement en X et que l'imperfection en Y va uniquement s'appliquer quand vous avez le vent en Y. Donc là, si vous ne le faites pas, on va voir justement ce qui se passe. Vous allez avoir au niveau des combinaisons, ici, donc on a nos situations de projet ELU, ELS, nos combinaisons d'actions et nos combinaisons de charges. Et ici, on peut voir qu'on a des combinaisons générées en double, où en fait, ici, on a un coup l'imperfection en X prise en compte, et une deuxième fois, ici, avec l'imperfection en Y, et ainsi de suite pour chaque combinaison. Et là, on va pouvoir réduire le nombre de combinaisons en précisant au niveau des cas d'imperfection qu'on souhaite régler à ce niveau-là. Une imperfection en X uniquement quand vous avez le vent en X, une imperfection en Y uniquement quand vous avez le vent en Y, OK. Et à ce niveau-là, si je reviens sur nos combinaisons, on va pouvoir voir qu'on a réduit et que, par exemple, on conserve les cas où on n'a pas le vent qui agit avec les deux imperfections prises en compte, mais lorsque le vent agit, là on a le vent en X, donc on a uniquement une imperfection en X, là on a le vent en Y, on a uniquement l'imperfection en Y qui est appliquée. OK. Sur les imperfections, on va pouvoir les visualiser. Donc je repars sur, par exemple, ce cas d'imperfection. OK. Alors là, je n'avais pas d'affiché. On va passer sur celui-ci, par exemple. Et donc à ce niveau-là, on peut voir la modélisation de l'imperfection. Donc là, on a défini une imperfection de barre. Et donc là, on peut double-cliquer, on va retrouver les différents réglages possibles. Là, on a l'imperfection avec un défaut d'aplomb. On pourra aussi définir les imperfections en arc,
au niveau des barres, effectuer les réglages, préciser les orientations, les directions d'imperfection que l'on souhaite. OK. Par exemple, on peut voir sur la direction X, si on souhaite appliquer une imperfection qui s'applique à tout le maillage, également par exemple ici à nos surfaces, on va pouvoir maintenant venir définir une imperfection globale qui s'applique à tout le maillage de notre modèle. Chose qui n'était pas possible avant. Et donc ici, rapidement, on va pouvoir créer une nouvelle imperfection. Donc je vais juste modifier le type d'imperfection sur l'imperfection en X et on va pouvoir par exemple passer sur la troisième option qui va nous permettre ici de définir une imperfection selon un tableau et selon une altitude, et à ce niveau là on va pouvoir par exemple ici venir rajouter une ligne. On va avoir ici notre niveau 0 et ici on va mettre, normalement la structure elle fait 5 mètres de haut je crois, et ici on va pouvoir préciser une imperfection à 5 mètres, un réglage spécifique à la hauteur de 5 mètres. Donc là, je vais juste la préciser qu'elle soit uniquement dans la direction X. Je vais pouvoir mettre 200, donc là, 1 sur 200, qui est appliqué à une position de 5 mètres. Donc là, ici, si on a plusieurs niveaux, on pourra régler pour chaque niveau un réglage spécifique au niveau de l'imperfection. OK, je vais pouvoir faire valider. Oui. Et ici, donc on voit pas, elle n'est pas schématisée ici, cette imperfection, mais on peut la visualiser juste en lançant le calcul de cette imperfection pour pouvoir voir à quoi va ressembler en fait l'imperfection qu'on a appliquée. Et donc ici, on peut voir ici le défaut d'aplomb ici qui est appliqué sur toute la structure au niveau des barres et également des surfaces. Donc ici, on pourra régler sur les directions X, Y ou les deux directions, les réglages spécifiques au niveau des imperfections qui s'appliqueront à tout le maillage. Ce sera une nouvelle fonctionnalité au niveau des imperfections et une nouvelle gestion des imperfections au niveau de RFEM et RSTAB. OK. OK. Je vais passer sur la partie rapport d'impression. Donc ici, au niveau de la partie documentation, on va regarder un modèle ici, par exemple d'une rampe ici en béton. À ce niveau-là, on a déjà effectué le calcul, donc on a des résultats de disponibles au niveau des déformations. Alors la partie béton, on l'a pas lancée au calcul, mais on pourrait très bien la lancer au calcul si besoin. OK, pour pouvoir également avoir les informations sur les parties, les vérifications béton et tout ce qui est armature. OK, je vais repasser sur l'affichage juste de la partie analyse statique. Et puis dans un premier temps, nous, on va s'intéresser donc à documenter, à sortir un rapport. Donc on va venir créer un nouveau rapport d'impression pour ce modèle. Ici, on retrouve donc une nouvelle présentation sur le réglage des rapports d'impression. Donc ici, vous avez la possibilité de sélectionner ce qui vous intéresse au niveau des rapports. Là, je vais tout réduire. On va passer sur la partie résultats d'analyse statique. On va conserver juste le résumé ici. OK, sur les vérifications béton, on va garder que les données d'entrée. Le reste, je peux les masquer à ce niveau-là. Et on va pouvoir venir éditer, ouvrir le rapport d'impression. Donc également sur la saisie, la création des rapports d'impression, nouveau réglage, nouvelle interface de définition dans RFEM6 et RSTAB 9. OK, donc je vais avoir ici le rapport qui s'ouvre. Également, chose importante, c'est que vous pouvez maintenant travailler sur le rapport et également sur le modèle en même temps. Donc vous avez deux fenêtres bien dissociées l'une de l'autre qui s'ouvrent. Vous pouvez donc travailler en même temps et avancer sur RFEM et avoir la note de calcul ouverte à côté. Ici, donc on retrouve une nouvelle présentation avec de la couleur présente dans le rapport d'impression. On retrouve une nouvelle présentation avec des nouveaux affichages graphiques disponibles dans ce nouveau rapport.
OK. Vous avez également la possibilité d'insérer des données, que ce soit des données d'un PDF, des blocs de texte. Vous pouvez également insérer des formules. Vous pouvez aussi créer des nouveaux groupes de dossiers. Donc, si vous avez besoin de documenter avec des données supplémentaires, vous pouvez rajouter des groupes, venir repositionner les groupes là où ça vous intéresse, là où vous le souhaitez, à ce niveau-là. Et puis, bien évidemment, vous pouvez venir compléter votre rapport avec des vues du modèle. Donc là, par exemple, c'est ce qui va nous intéresser. Donc, je vais venir juste réduire la fenêtre de nos rapports et on va venir ajouter des vues du modèle. Donc, on va créer, par exemple, une première vue du modèle. Alors, sans les résultats, à ce niveau-là, comme ceci, pourquoi pas. Et ici, on va venir créer une vue qui va être envoyée dans le rapport d'impression. Au niveau de l'édition de ces vues pour le rapport d'impression, on a également donc, mis à jour et changé cette interface sur la création des images. Donc ici, tout de suite, pour créer une vue, on pourra avoir un aperçu. Alors, j'ai déjà des réglages d'activer, donc je vais juste les remettre comme je souhaite. Donc on peut régler ici les rendus. Donc là, c'est la vue initiale que j'ai envoyée dans le rapport. Je peux demander à ce que la vue soit un peu plus grande pour remplir l'image. Ok, je peux aussi directement préciser que ça va être une vue, une image 3D pour un PDF avec un fichier, une image 3D dans un fichier PDF. Je peux valider, puisque cette vue-là m'intéresse, elle me convient. Je valide et je peux créer d'autres images. Ok, je vais créer une nouvelle image avec, par exemple, je vais afficher les détails de ferraillage et je vais isoler juste une partie. Alors, je peux déjà, par exemple, me mettre avec une définition. Alors, je vais désactiver le 3D et je vais me mettre avec une définition selon une zone graphique. Ici, je vais pouvoir me positionner comme ceci. Alors, déjà, je vais pouvoir aussi modifier l'affichage. Je vais activer la partie affichage spécifique sur le béton qui me permet de voir, de visualiser les lits d'armature pour mes surfaces. Je vais également avoir ici la représentation graphique de mes armatures dans mes barres en béton, dans mes poteaux. Et donc là, c'est cette zone-là qui va m'intéresser. Donc je vais définir une nouvelle zone ici, comme ceci. OK, et ça va être envoyé pour faire une capture et l'envoyer dans le rapport. OK. Et puis une dernière vue. Donc cette fois-ci, on va plutôt regarder les résultats sur la rampe, donc sur la dalle de la rampe. Donc je vais pouvoir aller dans les affichages et activer juste l'affichage de la dalle ici, comme ceci. Je vais mettre avec une vue, pourquoi pas, alors on pourra changer après en Z. Et là, on va aller afficher les résultats, par exemple ELU. Donc là, on a nos résultats ELU. On va voir, par exemple, on va vouloir documenter les moments. MY, les résultats MY et MX au niveau de nos dalles. On peut afficher aussi les valeurs au niveau des surfaces. On va se mettre avec une vue en Z, ce sera mieux pour visualiser les données. Et puis on va faire des impressions. Donc on va créer une vue à ce niveau-là. OK. Ici, les réglages sur la vue, moi, c'est un peu petit ici, donc je peux venir modifier, remplir la fenêtre. Ça reste un peu petit pour pouvoir exploiter par la suite si jamais je souhaite documenter avec des informations sur du ferraillage ou juste pouvoir voir les efforts à différents points. Je vais pouvoir plutôt travailler avec un réglage de l'échelle. Et donc à ce niveau-là, je vais pouvoir régler l'échelle comme je le souhaite. Par exemple ici, une échelle à régler à 1/50e. OK. Sauf que là, on peut voir que l'image, ma vue est coupée. Donc là, ici, pour des vues plus détaillées de ferraillage ou de résultats au niveau des surfaces, sur des dalles, sur des radiers, on a intégré une nouvelle fonction qui est la vue mosaïque, des mosaïques d'images. Et ici, on va pouvoir donc avoir notre vue qui est décomposée ici en quatre images.
Et là, on peut les visualiser. On a nos 4 images qui sont représentées ici. Donc, ces 4 images qui vont être envoyées dans le rapport d'impression. Ici, nous, ce qui nous intéressait, c'était de pouvoir envoyer plusieurs résultats. Donc, on va pouvoir aussi venir préciser qu'on est sur une impression multiple ici. Et là, on retrouve les réglages sur la partie modèle. Donc, on pourra régler différents paramètres en fonction de ce qu'on souhaite envoyer en impression multiple. Également des vues avec les charges, des résultats, c'est ce qui nous intéresse. Et donc là, sur la partie résultats, on prend la vue actuelle et on va venir rajouter donc les efforts internes avec MX et MY. Donc là, on a 2 séries d'images qui vont être envoyées avec un réglage général de mosaïque. OK. Là, on les retrouve ici. Donc là, je vais valider, je vais enregistrer et demander à afficher le rapport. Et donc là, toutes les images que l'on a créées vont être générées dans le rapport. Le rapport est toujours ouvert, il était là. Et donc ici, je retrouve mes images qui sont présentes. Donc, on les retrouve ici. Dans l'arborescence, on peut rapidement s'y rendre. Donc là, on va avoir notre vue ici, notre image qui, lorsqu'on va éditer en PDF, sera un PDF, une image 3D. On retrouve notre détail sur la partie ferraillage. Et puis ici, on retrouve les résultats de l'analyse statique avec nos images mosaïques en mosaïque qui sont documentées ici. OK. Donc voilà sur la partie rapport. Après, bien évidemment, vous pouvez après modifier ou au niveau du rapport l'éditer en PDF. Et donc au niveau du PDF, vous allez donc retrouver l'arborescence ici pour pouvoir rapidement naviguer dans le fichier PDF. Et également, donc là où vous aviez vos images ici, c'était un fichier avec hop, une image 3D. Donc ici, on va pouvoir maintenant, alors je vais dézoomer un peu, on va pouvoir maintenant, cette partie-là, la manipuler directement. Donc là, ici, on peut manipuler l'image, le modèle directement dans le PDF pour pouvoir visualiser à quoi ressemble le modèle. OK. Et puis après, on retrouve les autres données qui sont présentes ici. Voilà au niveau du rapport, des nouvelles fonctionnalités et de la nouvelle interface dédiée au rapport. Et chose très intéressante, c'est que là, du coup, comme j'ai précisé, vous pouvez travailler sur le rapport avec cette fenêtre-là sur un autre écran et en parallèle, travailler sur votre modèle à ce niveau-là. Ce qui permet de gagner du temps sur l'édition et la création des rapports. OK. Et le dernier point pour cette présentation, ce sera la partie programmation. Donc à ce niveau-là, on va pouvoir partir sur un exemple. Pourquoi pas, on va revenir sur le premier exemple que l'on a fait pour que vous puissiez voir hop, la partie programmation. Donc ici, on avait une barre simple sur 2 appuis. OK, comme ceci. OK. Et là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder la partie programmation. Donc, dans RFM, on a intégré les gestionnaires de scripts, ici, qui est ici. On va masquer les résultats. Le gestionnaire de script. On a également ici la zone de console, ici, la console. Donc, dans la partie console, vous allez retrouver les informations sur le code. Si vous souhaitez créer des éléments, si en fonction de ce que vous souhaitez faire au niveau du logiciel, vous retrouvez les différentes informations ici avec les titres et les différents réglages, les codes possibles en fonction des objets que vous souhaitez créer ou utiliser dans votre code. OK. Dans la gestionnaire de script, vous retrouvez quelques exemples de codes qui sont déjà présents. Et là, on peut regarder par exemple ici la fonction 1 qui a été créée. On va pouvoir modifier ici. Donc là, ici, on a un code en JavaScript. Dans ce programme, ici, on a donc les données, donc une charge ici qui est les données de charge qui sont renseignées, les étapes, l'élément 1 qui correspond à notre barre.
Ici, l'objectif, c'est de créer plusieurs cas de charge pour modéliser une charge mobile et définir différentes positions de la charge nodale, d'une charge ponctuelle, le long de la barre. OK. Donc là, on va pouvoir lancer directement le code. OK. Et venir donc ici. Voilà. Ici, le code s'est lancé. On a maintenant ici nos différentes positions, nos différents cas de charge qui sont générés. Et si on passe dessus, on va pouvoir visualiser ici, on a une charge qui est présente. Et donc là, on a les déplacements de notre charge le long de la barre. Donc ici, vous pouvez directement créer, lister en fait directement dans la partie gestionnaire des scripts vos codes. Vous pouvez utiliser également ce qui a été déjà créé. Par exemple, on a des codes pour générer, par exemple ici une halle, des poutres simples, différents éléments qui sont déjà présents ici. Vous pouvez les compléter, créer vos propres codes à ce niveau-là. Voilà à ce niveau. Également à savoir, du coup, tout ce que vous faites manuellement dans RFM peut être codé en JavaScript. Donc, ce qui peut vous permettre de gagner du temps sur des étapes répétitives. Si vous avez des modèles standardisés ou des étapes qui se répètent dans vos projets, vous pouvez réduire le temps en passant directement avec du code en JavaScript, par exemple, ici pour vos modèles. OK, à ce niveau-là. Donc ce sera tout pour ce webinaire, pour ce qu'on souhaitait vous montrer sur les nouvelles fonctionnalités au niveau de RFM 6 et RStab 9. On rentrera plus en détail sur les fonctionnalités des modules dans les prochains webinaires. Vous retrouverez toujours sur le site de Delubal Software donc nos services en ligne, donc les outils GeoZone Tool ici avec les cartes qui maintenant pourront être utilisées directement dans RFM6 et RStab 9 pour l'application des charges climatiques. Vous avez également accès à des bibliothèques de sections si vous souhaitez avoir les propriétés de sections. Vous avez également accès à toute la base de FAQ et à nos articles de base de connaissances qui pourront vous être utiles si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations complémentaires sur différentes thématiques. Vous retrouvez aussi tous les modèles téléchargeables, donc les modèles des articles ou les modèles de nos vidéos qui sont disponibles. Également, cette bibliothèque de modèles est mise à jour régulièrement en fonction des nouveaux modèles créés. Ça vous permet d'avoir un aperçu des réglages effectués et de voir déjà des modèles types que vous pouvez télécharger. Vous retrouverez également toutes nos vidéos sur nos chaînes YouTube, également sur notre site internet. Donc, vous aurez les vidéos de nos webinaires et les vidéos de nos fonctionnalités et d'informations sur les logiciels. Vous avez également accès sur le site à la boutique en ligne. Et également, si vous n'avez pas encore RFM ou si vous souhaitez essayer le logiciel, vous pouvez également télécharger une version d'essai de 90 jours sur les logiciels de calcul RFM 6 et RStab 9, ainsi que les autres programmes autonomes. Donc directement, vous pouvez vous rendre sur le site de Delubal Software. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter directement à ce numéro de téléphone indiqué ici, ou également vous pouvez nous contacter par mail à info@delubal.fr. Également, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter, donc directement sur le site. Vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour être tenu informé de nos prochains événements, notamment nos prochains webinaires. Ce sera tout pour moi. Je vous remercie pour votre attention, pour votre participation et je vous dis à bientôt.